Alors aujourd'hui, je vous montre l'installation de la dernière des pièces maîtresses de la wheel, qui est le BMS. Concrètement, le BMS fait en sorte que tous les groupes de cellules en série aient la même tension. Pour ça, il est connecté à chacun de ces groupes avec un fil. Donc ces fils, en fait, c'est ce qu'on retrouve sur les connecteurs de balancing qu'on a sur nos batteries, hein. Et à travers ces fils, il va du coup charger chaque groupe de cellules. Ce qu'il va faire, c'est que quand un groupe a une tension qui commence à augmenter plus rapidement que les autres, il va simplement arrêter de charger ce groupe de cellules et il va attendre que les autres continuent de charger. Quand la charge sera rééquilibrée, la charge de la cellule qui avait un souci pourra reprendre comme le reste, quoi. Et donc c'est comme ça que l'équilibrage basiquement fonctionne. Bon, c'est bien l'équilibrage, mais au final, c'est pas le plus important. Et d'ailleurs, les premiers BMS à la base avaient même pas cette fonctionnalité d'équilibrage, hein. C'est optionnel en fait. La principale fonction d'un BMS, c'est de couper la charge quand la tension d'une cellule est à son maximum. Couper la charge quand la cellule est à son max, ça fait éviter une explosion, hein. Donc moi, clairement, c'est ce qui m'a convaincu à mettre un BMS, hein. Quand on n'en a pas, on n'a pas cette protection. Et du coup, on joue un peu à la roulette russe. Dans 95% des cas, on n'aura sûrement pas de soucis, mais un jour, peut-être qu'on aura une surtension. Et dans ce cas-là, voilà, hein. Bon, il existe aussi une autre fonctionnalité, c'est que le BMS va refuser de charger si une des cellules a atteint un seuil minimal de tension. Dans le sens où, par exemple, sur les noïdes, par défaut, si la cellule est à 2,3 volts, il la considère comme foutue et il refuse de charger. Donc c'est une protection en plus. Petite anecdote sur les BMS de Future Motion, donc qui ne sont pas seulement des BMS de charge comme les noïdes, mais qui sont des BMS également de décharge. Quand une des cellules, pour une raison qui n'est pas le cas normal, hein, atteint une tension qui est trop faible, donc 2,3 volts, le BMS du coup va couper le courant. Et couper le courant, c'est cool, parce que ça protège la cellule, la batterie. Bon, par contre, pour le rider qui est dessus, c'est moins cool de couper le courant. Bon, voilà, petite anecdote. C'est tout pour les fonctionnalités principales du BMS. Moi, en tout cas, ça m'a à 100% convaincu d'en installer un dans la planche. Clairement, je trouve que c'est beaucoup trop risqué de charger sans. Vu toutes les fonctionnalités, vu le support aussi que fournit Kevin, hein, le créateur, franchement, je trouve que ça vaut le coup. C'est quand même, on est beaucoup plus serein quand on l'a, quoi. En tout cas, quand on comprend les risques. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d'un BMS, je vais vous mettre quelques liens dans la description. Voilà, c'est des vidéos que j'ai trouvées cool et qui m'ont bien fait comprendre le truc. Bon, ok, maintenant qu'on est costaud sur la théorie, on va passer à la pratique, hein. Allez. Pour commencer, je vais préparer un boîtier imprimé en 3D par Tony. Merci Tony. Bon, pour info, l'anoïde rentre aussi dans un boîtier de XR stock, hein. Mais moi, dans ce projet, je veux construire une board 100% non Future Motion, donc ce sera de l'impression 3D. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je chauffe les inserts avec un fer à souder pour les faire rentrer. Je fais rentrer les câbles. Je serre le presse-étoupe. Et très important, je vérifie que mes inserts sont bien alignés avec les trous du rail. Si c'est pas le cas, je réajuste avec le fer à souder. Parce qu'après, si on s'en rend compte trop tard, on est niqué, hein. Alors j'attaque la partie qui nous intéresse. Donc je vais donc brancher mon Enoid X-Lite V3 sur une batterie XR stock. Donc une XR stock, hein, pour rappel, c'est une 15S, hein, 15 cellules en série. Pour ça, je vais souder les connecteurs d'équilibrage de l'Enoid sur la breakout board de Z Battery Solution. Je l'ai présenté dans une autre vidéo. Cette petite PCB, c'est simplement un adaptateur qui reliera le connecteur d'équilibrage de la batterie stock à l'Enoid. Ça m'évite en fait de couper les fils du connecteur de la batterie. Bon, moi, je trouve ça plus simple. Il y a d'autres solutions, mais moi, j'ai choisi celle-ci. Bon, on est parti pour le soudage. Il n'y a pas vraiment de surprise dans cette partie, mais il faut bien se référer aux explications fournies dans le PDF de Pinout sur le site d'Enoid. La doc, elle est assez succincte, mais elle est claire, quoi. Donc là, par exemple, il donne l'exemple d'une batterie 20S.
on voit que le premier connecteur contient les fils de C0 à C12 et que le deuxième connecteur contient les fils C13 à C24. Il y a donc 25 pins, hein. Donc le C0 qui est le négatif et les 24 autres fils qui sont le positif. Hein, les 24 autres fils c'est C1 à C24. Bon, 24 fils, on est bien d'accord, c'est trop pour une 20S. Donc Kevin, ce qu'il nous dit de faire, c'est de connecter C10, C11 et C12 ensemble. Puis de connecter aussi C22, C23 et C24 ensemble. Si on compte bien, maintenant, il ne nous reste plus que 20 fils positifs. Bon, là, c'était l'exemple d'une 20S, mais nous, on veut une 15S. Donc, je me réfère au tableau qui est fourni dans le même document. Je comprends qu'il faut connecter ensemble C12, C11, C10, C9 et C8, puis aussi C19, C20, C21, C22, C23 et C24. Et bon, bien sûr, hein, pour connecter les câbles, je vais les souder à l'étain. Et cette fois-ci, ça sera de l'étain ROHS, pas de plomb. Avec un meilleur fer à souder, on y arrive mieux. Voilà, je vérifie toujours la continuité de chaque circuit. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises trop tard. Là, s'il y a un défaut, je m'en rends compte maintenant et j'adapte. Une fois les soudages terminés, je rajoute de la colle autour des fils. Bon, les fils, ils sont assez fins, en plus de ça, ils sont tressés, donc ils ont tendance à se casser. La colle, ça servira à les maintenir un peu mieux et à limiter les torsions. Voilà la bête. Ok, c'était assez galère, mais j'ai réussi à tout faire entrer. Bon, il aurait fallu que je retire un peu de longueur sur les câbles de charge et de batterie, mais j'ai eu la flemme. Ouais, alors j'ai mis de la gaine thermo autour de l'adaptateur. Ça permet d'éviter les contacts électriques avec le BMS en fait. Ça permet de les limiter en tout cas. Je trouve ça plus sûr. En plus de ça, ça maintient encore les fils, donc je pense que c'est important de le faire. Aussi, on voit pas trop, mais derrière le BMS, j'ai mis de la mousse adhésive, là, les mousses qu'on met pour faire tenir la batterie. Ouais, c'est un peu optionnel, mais je trouve que ça le maintient un petit peu en place et surtout ça évite qu'il raque sur le plastique. Alors on voit aussi que j'ai connecté les connecteurs d'équilibrage de l'Enoid et uniquement les connecteurs d'équilibrage. En fait, avec la version 3 de l'Enoid, on peut se connecter en Bluetooth. Donc, en fait, en Bluetooth, on accède à toutes les fonctionnalités. Donc du coup, j'ai décidé de pas m'embêter avec le bus CAN. Hein, vous savez, ma vidéo sur le schéma, j'avais dit que je mettrais en place 3 fils pour faire communiquer le BMS avec le VESC. C'est inutile maintenant qu'il y a le Bluetooth en fait. Hein. Voilà. Quand on est en Bluetooth comme ça, l'ordre de connexion, c'est d'abord le connecteur C0 à C12, ensuite le connecteur C13 à C24, ensuite le connecteur XT30 qui est relié à la batterie, et enfin le connecteur XT30 qui est relié au chargeur. Et bien sûr, hein, si on veut déconnecter, on suit l'ordre inverse. Alors, petite anecdote pour ceux qui ont la V2. Donc avec la V2, il n'y a pas de Bluetooth. Donc il faut brancher le bus scan. Hein. Et donc du coup, l'ordre de connexion change un peu. En premier, on connecte le connecteur de C0 à C12, puis le connecteur de C13 à C24, puis le connecteur XT30 qui est relié à la batterie. Et là, on connecte le bus CAN après la batterie. Et enfin, le connecteur du chargeur. Et encore une fois, si on veut déconnecter, on suit l'ordre inverse. Alors là, il faut vraiment faire attention à brancher le CAN après la batterie. Okay. En fait, sur la V2, le pôle négatif de la batterie est partagé avec le pôle négatif du bus CAN. Si la batterie est pas branchée quand on branche le CAN, en fait, on fait un court-circuit. Et donc, on risque, voire à coup sûr, on casse le BMS. Donc, c'est un problème de conception hein, qui est avoué par Kevin. Et donc, il l'a corrigé sur la V3. Si on veut quand même mettre un bus CAN sur la V3, l'ordre, il est pas autant important.
En fait, ce défaut de conception, il l'a corrigé, donc le négatif n'est plus partagé. Voilà, et puis pour les dernières recommandations, il faut manipuler le BMS avec des gants en nitrile. Surtout en fait quand il est en charge, quand il est connecté. En fait, donc là c'est Kevin qui me l'a dit, du coup, quand il est branché, en fait, juste une pression avec son doigt sur le BMS, bah, ça peut créer des courts-circuits et ça peut péter le BMS. Donc, mettez bien des gants isolants, ouais, nitrile, quoi. Et donc, on a fini pour les branchements. Maintenant, on va fermer le boîtier. Moi, j'ai mis du ruban isolant à l'intérieur du capot. Pour encore une fois éviter qu'il y ait des contacts qui se créent avec le BMS et donc potentiellement des courts-circuits. Bon voilà, je vous passe le remontage. Maintenant, je peux brancher mon chargeur. Donc ça va allumer le BMS et il devrait normalement bloquer la charge. Pour le configurer, j'ouvre Vesktool. En fait, on s'y connecte avec Vesktool, hein. Donc le BMS apparaît en Bluetooth et je m'y connecte. Je vais dans la section Enoid BMS et là, je change le nombre de cellules et la capacité. Donc j'ai donc mis 15 S pour le nombre de cellules et 6 ampères heure, hein. C'est les caractéristiques de la batterie stock. Dans les limites, j'ai rien changé. Les valeurs par défaut me semblent cohérentes, hein. Dans Balancing, j'ai activé l'équilibrage à partir de 4 volts. Au-delà, en fait, ça a tendance à s'activer trop tard et la charge se coupe avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit. Donc j'ai mis 4 volts. Je pense qu'à terme, je vais même le descendre genre à 3 volts, voire 2,5 volts en fait. Pourquoi pas activer constamment le balancing. À partir de là, j'ai plus aucune valeur à changer, hein, les valeurs par défaut me conviennent. J'appuie sur Write et là la charge devrait se débloquer. La LED qui est sur le chargeur est passée en rouge. La charge fonctionne. On termine la config sur l'écran qui est le plus important. Je crois qu'à lui seul, il résume l'intérêt d'un Smart BMS, hein. Donc je vais dans l'onglet BMS et on voit l'état de chacun de mes groupes de cellules en série. Voilà, j'accélère la vidéo et comme ça on peut voir à quoi ressemble une charge complète, hein. Là, quand une barre est orange, c'est que le BMS est en train d'équilibrer la cellule qui est associée, hein. Ouais, c'est tout pour la config, mais il y a un petit bonus. Je sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo sur le montage, je crois, j'avais émis la possibilité de mettre une diode Schottky pour éviter qu'il y ait du courant sur la prise XLR quand la planche est éteinte en fait. Et grâce au BMS, il n'y a plus aucune utilité à cette diode. Là, vous pouvez le voir. Hop, hop, hop. Il n'y a plus aucune différence de tension entre les deux pôles. Donc on peut mettre les doigts sans souci. Même quand le VESC est allumé, c'est pareil, il n'y a aucune tension, quoi. Donc ça c'est chouette. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Bon voilà, c'est tout pour le BMS, hein. Il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Maintenant j'ai une board qui est fonctionnelle et qui est sûre. Je peux la rider et surtout la charger sans m'inquiéter de quoi que ce soit. Et ça, c'est quand même chouette. C'est quand même un sacré confort mental. Ce serait bien que je fasse une vidéo bilan sur le VESC. Que je vous dise ce qui m'a plu dans le VESC, ce qui m'a déplu. Même sur le build lui-même, les choses que j'aurais refait différemment dans un autre build, ce que je garderai dans un autre build aussi. Donc ouais, ça je vais le faire clairement. Mais c'est encore un peu trop tôt. Je pense qu'il reste encore 3 étapes qui sont pas aussi importantes que celles qu'on a passées, notamment le BMS. Mais il reste d'abord, il reste le pad. Bon, il est là, il est installé. Il faut surtout que je monte la vidéo. Il reste le superflu qui est le moteur de Fungineers. Je l'ai toujours pas reçu. De 3 ou 4 mois, je crois, que j'ai commandé. Donc quand je le recevrai, je ferai la vidéo. Et enfin, il reste aussi les LED. Je suis en train de travailler dessus aussi. Je crois que c'est la partie qui me plaît le plus, je crois. J'aime bien, il y a un peu de programmation, c'est cool. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour vous montrer mon pad. M'en voulez pas trop si j'ai un peu de retard. Ciao.